Alhamdulillah, je pense que j'ai été élevée par des femmes tellement inspirantes et bienveillantes qu'elles m'ont transmis cette capacité à voir le potentiel chez les gens. Et je pense que c'est pour ça que d'une certaine façon, j'ai toujours gardé une bonne opinion des personnes qui m'entouraient, même quand ces personnes pouvaient se tromper ou être dans l'erreur. Petite, j'ai toujours été un petit peu dans ma bulle, parce que j'aspirais vraiment à un monde meilleur. Sachant que moi-même, le monde que ma maman me transmettait, c'était un monde vraiment beau pour la petite fille que j'étais. J'ai toujours vu ma mère tout faire pour tout le monde, avec force, courage et sourire. C'est une femme qui est arrivée en France toute seule, avec un enfant, et qui a dû vraiment repartir de zéro. Avant d'arriver en France, elle venait d'une très bonne famille, et elle a terminé ses études universitaires avec un diplôme de pédopsychologue. Elle avait vraiment tout pour elle, mashallah. Quand nous sommes arrivés sur cette terre d'accueil, elle a dû tout recommencer de zéro. Donc elle est passée d'une personne bien installée dans la société, fille d'ingénieur un peu élitiste, femme protégée par son clan en tant que fille, sœur, épouse, à femme seule, réfugiée politique de guerre, protégée par personne dans un autre pays, sans aucun statut, ni diplôme, ni argent. Quand je vous dis qu'elle a dû tout reconstruire de zéro, c'est vraiment de zéro. Comme beaucoup de parents immigrés, elle a été femme de ménage. Elle a travaillé avec les personnes âgées en cherchant à s'adapter au poste que la société française pouvait lui proposer, sachant qu'elle n'avait même pas le papier pour prouver son niveau d'études. Et il me semble qu'à l'époque, il n'existait même pas d'équivalence. Mais elle n'a rien lâché. Tous les classiques qu'elle connaissait presque par cœur en russe, elle les a relus en français. Elle ne mettait la télé qu'en français. Elle essayait d'avancer. Et très vite, elle a réussi à apprendre la langue française, alhamdulillah. Comme nous faisions partie de la première vague de Tchétchènes installés en France au début des années 2000, à force, elle était un peu la personne à qui les nouveaux arrivants russophones s'adressaient pour faire leurs papiers, ou même des traductions, que ce soit pour leurs démarches administratives ou en lien avec la santé. Elle a commencé par la suite à faire des missions de traduction payées, pour la police ou le tribunal de notre ville. Elle a aussi passé un diplôme d'assistante sociale, puis elle a travaillé à la mairie en tant que médiatrice socio-culturelle pour la ville d'Alençon. Comme je vous disais, elle a toujours tout fait pour tout le monde, et malgré son statut de femme seule, elle a toujours accueilli les événements avec une immense bienveillance et nonchalance. Si je peux vous la décrire, et je pense que tous ceux qui la connaissent seront d'accord, elle a l'élégance et la beauté majestueuse d'un cygne, mêlée au caractère solitaire, protecteur et déterminé d'une louve, en plus d'une dextérité inégalable. Qu'Allah la préserve et lui accorde le plus haut degré du paradis. Amin. J'ai toujours vu ma mère faire des choses incroyables avec beaucoup de facilité, subhanallah. Genre monter un dressing à partir de matériaux de récupération, exprimer son art à travers des magnifiques tableaux de fleurs ou de paysages, préparer des plats super bons avec des produits frais pour plus de 20 personnes en moins d'une heure, se garer en créneau avec perfection. Tout ce que je vous ai cité là, c'est 1% de tout ce qu'elle est capable de faire, toujours avec beaucoup de légèreté et de simplicité. Notre phrase préférée, ça veut dire « on a décidé, on l'a fait ». Elle m'a transmis cet état d'esprit et pour nous, il n'y a vraiment rien de trop difficile ou inatteignable. Parce que si les autres le font, pourquoi pas nous ? Cette force, elle me l'a transmise depuis toujours, et cet amour du beau aussi. Malgré son apparence de femme élégante, douce et majestueuse, elle a toujours su imposer le respect et notre entourage a toujours eu beaucoup d'affection envers elle en sachant qui elle est. C'est pour ça aussi que pour moi, c'était inentendable d'entendre une personne qui n'a pas vécu le quart de sa vie critiquer ses choix en n'ayant pas une idée de tout ce qu'on a dû traverser toutes les deux. Et même en général, il faut toujours défendre ses parents, sa famille et ses proches. Soyez la personne qui défendra toujours les siens et la personne devant qui on n'osera pas faire de la médisance. Dites-vous que si quelqu'un parle mal d'une personne devant vous, il y a de fortes chances qu'elle parle mal de vous aussi. Donc ne prenez jamais ces personnes pour alliés. C'est aussi une valeur que ma mère m'a transmise. Et cette valeur, c'est ses parents et ses grands-parents qui lui ont transmise, à travers leur héritage culturel et religieux. Sachant que les codes et les traditions tchétchènes sont très nobles. Et en soi, si on regarde sur quels piliers ils ont été fondés, on se rend compte que nos us et coutumes sont conformes aux lois d'Allah. C'est juste que le temps et les croyances que Shaitan nous a insufflées ont perverti certaines choses, mais le fond, les valeurs de nos traditions sont très belles. Masha'Allah. On doit faire preuve de discernement et se réconcilier avec nos racines, en mettant en avant nos traditions et en cherchant toujours à rester en phase avec ce qui plaira à Allah. Quand on est enfant, nos parents font tout pour nous transmettre des valeurs. Parfois on les comprend, parfois pas. Parfois on se dit « moi j'aurais fait différemment ».
Mais peut-être que eux aussi, ils faisaient comme ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. Nous, en grandissant, on devient aussi des adultes qui avons notre propre monde et nos propres valeurs, qu'on essaye de transmettre à notre tour, de la bonne ou de la mauvaise façon, parce que nous aussi on n'est pas parfaits. En revenant à la maison, je me suis rendu compte que certaines choses avaient changé. Je n'avais plus la même vision innocente qu'avant. Comme j'étais moi-même dans une phase d'évolution, certaines choses qui me paraissaient simples et banales sont devenues le sujet de petits conflits ou discordes. Cet hiver, j'essayais vraiment de trouver mon rythme et chaque jour était une lutte où j'essayais de créer ma routine qui commençait un peu avant la salat el-fajr. Chaque matin, je me réveillais, je faisais la prière, je lisais et révisais la sourate Yassine puisque c'était l'objectif que je m'étais donné. Ensuite, je lisais les invocations du matin en rangeant un petit peu et préparant mon petit déjeuner. Ensuite, je faisais le ménage, ma skincare, je me préparais pour sortir marcher entre 1 et 2 heures. Je rentrais, j'essayais de travailler un petit peu, au moins réviser le code ou mes cours d'arabe. Ensuite, je priais, je me reposais, je rangeais, je priais encore. J'allais aider ma mère au travail ou dans ses sorties. Je rentrais à la maison, je lisais les invocations du soir, je préparais le repas, je priais, je mangeais, je faisais ma skincare, je rélisais la sourate Yassine et la sourate El-Mulk, je priais encore, puis j'allais me coucher. C'était vraiment ça la routine à laquelle j'essayais de me tenir. Je m'éloignais au maximum de mon téléphone pour éviter d'être hypnotisée par les réseaux sociaux parce que ça c'est un vrai problème pour moi. Et dans cette routine, j'essayais de faire en sorte que tous les moments de creux soient profitables. Par exemple, pendant que je faisais le ménage, j'aimais bien allumer un podcast ou une vidéo de fond sur un thème que j'apprécie, qui nourrisse mon esprit ou qui le détende. Dans ma logique, je me disais « Allah m'a donné un corps en bonne santé, il faut que je le préserve, et Allah m'a donné la possibilité d'entendre, de voir, de sentir, donc il faut que je fasse honneur à Allah en utilisant les sens qu'il m'a donnés correctement, et que je ne lui déplaise pas. » Certaines personnes m'ont déjà demandé comment j'ai acquis de la science islamique alors que je n'ai pas eu d'enseignement spécial avant. Sincèrement, je ne peux pas dire que j'ai appris la religion sur internet car c'est faux. L'islam c'est une philosophie qui se vit et j'ai la chance d'avoir une famille et des exemples musulmans avec une vraie foi en Allah, alhamdoulilah. Mais internet m'a beaucoup aidé à me documenter car même dans les familles musulmanes, on a encore des lacunes sur beaucoup de sujets. Avec du bon sens, un peu d'esprit critique, ça instruit beaucoup. Puis le réflexe de chercher dès qu'une question me vient à l'esprit. Est-ce que j'ai le droit d'emprunter de l'argent à la banque ? Est-ce que je peux épiler mes sourcils ? Est-ce qu'on peut avoir un sapin de Noël à la maison ? C'est le genre de questions qui peuvent te venir à l'esprit, mais nous, on a un outil qui est juste incroyable, qui est Internet, grâce auquel on peut accéder à ces informations très facilement. Alhamdulillah. L'éthique du musulman, elle consiste à toujours se questionner, même sur des choses qui semblent futiles pour le commun des mortels. Mais cette éthique, elle consiste aussi à trier ses sources et s'assurer que ce qu'on lit ou l'avis sur lequel on se réfère est une source fiable. Sachant qu'en tant que musulman, notre source absolue, c'est le noble Coran. Il y a les hadiths aussi, mais il faut vérifier leur authenticité et ne pas les sortir de leur contexte. Il y a aussi 4 écoles juridiques en islam et il y a parfois des avis divergents. Ce qu'on doit garder en tête, c'est qu'on est avant tout musulman, donc on doit croire en Allah et en son messager. Et on s'efforce de suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, l'école juridique de l'institut dans lequel on étudie ou de notre peuple, ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder. Juste essayer d'aller le plus possible vers les avis majoritaires, éviter les divergences, rester sage et humble et placer sa confiance en Allah. C'est un travail de discernement mais qui est vraiment utile pour chaque musulman si on ne veut pas se perdre. Car des gourous, il y en a beaucoup et Shaitan se cache beaucoup dans les petits détails en cherchant à nous diviser et nous égarer. Vous connaissez la phrase « diviser pour mieux régner ». Ça, c'est la stratégie de Shaitan. La Ummah, c'est un corps, c'est un bloc, c'est une unité. Et Allah, c'est une unité. Il est unique, on ne doit croire qu'en lui. La Ummah est un bloc qui ne doit croire qu'en un bloc. C'est quand même important de bien s'entourer et toujours consulter son cœur quand quelqu'un veut nous transmettre quelque chose, mais en différenciant le cœur et l'ego, car ça aussi c'est pas facile, je le sais. Personnellement, je n'avais pas le choix de chercher seule, mais maintenant je suis entourée et c'est beaucoup plus facile, alhamdoulilah. Comme je vous le disais dans l'épisode 2, quand je parlais des Misérables de Victor Hugo, Allah nous a permis de nous adresser directement à lui dans nos prières et nous a transmis un livre explicite pour les gens doués de raison.
Avec du bon sens, vraiment tout est logique. Il faut juste mettre l'ego de côté et essayer de chercher la satisfaction d'Allah. Tu n'es pas moins légitime qu'un autre à comprendre à partir de sources authentiques. Donc personne ne peut te dire que tu es moins bien que lui ou qu'il a un lien privilégié avec Allah que toi tu ne peux pas avoir. Allah nous a dit qu'il nous a envoyé le dernier messager. Donc aujourd'hui, nous sommes à égalité en termes de proximité avec Allah. Nous avons tous la possibilité d'accéder à ce lien privilégié et de demander les choses les plus insensées à notre Seigneur. Il faut juste aimer Allah et nous éloigner de ce qui nous éloigne de lui. Cet hiver, je suis tombée sur la vidéo d'un homme qui expliquait qu'Allah aime les chiffres impairs et que si on a la possibilité de faire un cadeau, c'est préférable d'offrir une quantité impaire. L'homme sur la vidéo disait que par exemple, si on peut offrir 2 dates à une personne, il faut mieux en donner une seule, sinon lui en donner 3, mais pas 2. Car Allah est unique, il est impair et il aime l'impair. Cette vidéo m'a fait réfléchir et m'a poussée à tout faire en impair. En vrai, c'est connu que c'est une sunna de couper son jeûne avec un nombre impair de dates. Mais je n'avais jamais pensé à appliquer ça dans mon quotidien. Par conséquent, quand j'allais faire des courses, j'ai commencé à faire attention aux chiffres et je cherchais à avoir un nombre impair d'articles dans mon panier, par exemple 3. Pourquoi je faisais ça? Je me disais, j'ai envie de faire plaisir à Allah et en plus, je sais que pour les commerçants, c'est meilleur d'avoir 3 articles dans le panier. Ça, je l'avais appris quand j'étais en stage chez Sephora et au printemps. C'est meilleur pour les statistiques et l'optimisation du taux de transformation. Bref. En fait, vraiment, dans tous les détails de ma vie, je cherchais à plaire à Allah, quitte même parfois à me retrouver dans des situations grotesques parce que je me mettais à trop réfléchir pour rien. En fait, Allah, il aime les chiffres impairs, mais l'essentiel, c'est de penser à lui, sans rentrer dans l'excès ou dans la gêne. Et surtout, éviter les innovations. Parce que ça, c'est des choses que tu peux faire si tu as envie, mais ça doit pas freiner ton quotidien. C'est pas ça que Allah, il veut pour son serviteur. Allah, il aime la facilité pour nous. C'est quand j'ai commencé à faire les choses sans réfléchir, en plaçant juste ma confiance en Allah, que j'ai vu la facilité. Un jour, dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire, j'étais en train de me préparer une tarte aux légumes dans un plat rectangulaire. Et je me suis mise à couper des rondelles de tomates que j'aime disposer sur cette tarte en réfléchissant au nombre de parts que ça allait faire pour rester dans cette dynamique impaire. Puis je me suis dit, Amanta, arrête de réfléchir, dis Bismillah et Khair Inch'Allah. Donc j'ai fait ma tarte simplement, sans me prendre la tête, juste en essayant d'être soigneuse comme d'habitude. Et au final, déjà la tarte était trop belle, les rondelles de tomates matchaient parfaitement avec le nombre de parts, et tout est rentré parfaitement dans le tupperware. En plus, il me semble qu'au final, j'avais respecté le côté impair sans plus m'attarder dessus. Et c'est avec cette facilité et cette légèreté aussi que j'ai réussi à tenir mon planning. Car chaque jour, toutes les petites tâches que je vous ai énumérées, je faisais un Tetris dans ma tête avec mes objectifs en me demandant comment j'allais réussir à tout faire. Comment ça allait s'emboîter et s'enchaîner facilement dans ma journée, et je finissais toujours un peu déçue et frustrée. Quand j'ai compris que si tu places ta confiance en Allah sans trop réfléchir, il t'aide à faire tout ce que tu voulais et même plus. Et même si tu fais moins, c'est parce qu'il sait mieux ce qui est bon pour toi. Ça m'a vraiment aidé à gagner en productivité et en sérénité. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « Ton corps a un droit sur toi ». Donc alhamdulillah, si tu as dormi plus ou tu n'as pas pu faire ton nombre de pas quotidiens, ne culpabilise pas. Allah sait mieux et il voit tes efforts. Ce souci de bien faire, je l'ai toujours un peu eu et il s'est amplifié, je pense, surtout parce que j'avais beaucoup le temps de réfléchir cet hiver. Mais c'est vraiment autour de 2017 ou 2018, quand on a commencé à entendre parler de l'oppression du peuple ouïghour et du boycott qu'on doit faire sur beaucoup de marques, que je me suis vraiment demandé comment je devais adapter ma vie pour vivre de façon alignée et surtout éthique. Parce que c'est bien de faire des prières et d'avoir de beaux discours, mais concrètement dans ta vie, les valeurs de l'islam, elles te poussent à consommer et dépenser comment? Quand j'ai commencé à étudier à la Sorbonne en 2018, j'avais ma vie parisienne et je fréquentais des milieux totalement différents à ceux que j'avais connus avant. Moi qui avais grandi limite à la campagne dans une ville où tout le monde se connaît, et ayant toujours vu ma mère travailler dans le social, s'occuper des jeunes, aider tous les gens qu'elle pouvait autour d'elle, je me retrouvais dans un environnement un peu déshumanisé, parce qu'à Paris, c'est pas trop normal de dire bonjour à quelqu'un qui passe sur le même trottoir que toi. Et à l'université, j'étais encadrée par des professeurs brillants certes, mais dans une bulle un peu élitiste et intellectuelle aussi.
Donc c'était passionnant d'apprendre à leur côté, mais à part quelques étudiants avec qui on se comprenait, je me sentais un peu comme une enfant livrée à elle-même. La semaine, j'étais à Paris dans ce monde un peu luxueux, et le week-end, je rentrais à la maison avec ma maman dans notre vie de campagne bien soft avec Pouchy et les habitants d'Alençon. Ma mère a toujours été très fière de moi, autant que moi je suis fière d'elle. Et c'est vrai qu'elle avait toujours cette double identité aussi. Fois de un peu la Robin des Bois féminine du XXIe siècle, qui va toujours aider les gens, chercher la justice, etc. Mais aussi très coquette, sûre d'elle et intelligente. Une femme incroyable, mashallah. Et c'est vrai que moi, comme je vous disais, quand j'étais à la Sorbonne, j'étais un peu comme Alice au pays des merveilles. Toujours apprêtée, avec comme dicton « Je préfère être en retard mais belle que à l'heure et moche ». Bon, j'ai changé depuis, alhamdoulilah, j'essaie d'être à l'heure et belle, mais voilà. Et pas trop belle aussi. En fait, contrôler mon apparence physique, c'était vraiment ma façon de me protéger et de prendre soin de mon bien-être psychologique. Et j'aimais aussi transmettre ces valeurs à mes copines et aux femmes autour de moi. C'est cette appétence pour le beau qui m'a poussée vers l'univers de la beauté. C'est pour ça qu'en été 2019, j'avais passé une formation de maquillage semi-permanent à Moscou, car ma grand-mère voulait me donner accès à une compétence pour que je puisse moi-même générer de l'argent. Comme ça, je pouvais être dans le monde de la beauté, avoir mes clientes, leur transmettre cet amour pour le bien-être et l'amour de soi, et gagner un peu d'argent pour mes études. C'était un peu mon premier métier dans la mode en vrai. Dans la beauté, pardon. J'étais en freelance au départ et quand je suis revenue en France, j'ai voulu faire grandir ce projet. Mais les réglementations, elles sont très strictes, surtout pour tout ce qui est en lien avec des aiguilles. Il fallait que j'aie mon propre cabinet, une formation supplémentaire en hygiène. En plus de ça, je me suis rendu compte, côté foie, que le maquillage semi-permanent, c'est un peu limite. Parce que c'est vendu comme une procédure éphémère, on nous explique que l'aiguille reste en surface de l'épiderme contrairement au tatouage, et moi-même je le faisais en pensant que ça part. Mais le temps m'a bien montré que ça ne part pas. Donc ça s'assimile à un tatouage. Et en islam, c'est interdit. Donc moi, argent ou pas, je préfère ne pas prendre ce risque. Il y a un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit la personne qui tatoue et celle qui demande à se faire tatouer. D'après l'un de ses compagnons, Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maudit celle qui relie leurs cheveux à d'autres, celles qui demandent à ce qu'on leur fasse, celles qui se tatouent et celles qui tatouent, pareil pour l'épilation des sourcils. Donc voilà, je me suis éloignée de cette compétence malgré tout le matériel que j'avais acheté, la machine, les pigments, la table de massage, la ring light. Petit à petit, j'ai arrêté de prendre des clientes, mais comme j'aimais quand même le contact avec mes clientes et faire passer un moment magique à chaque femme qui se tournait vers moi, j'ai quand même fait un peu de rehaussement de cils. Ça au moins c'est halal et facile à apprendre, même si ça rapportait beaucoup moins bien sûr. Après, j'ai fait un autre truc aussi en lien avec l'entrepreneuriat. Je sais pas si vous vous souvenez la pénurie des masques au début du Covid pendant le confinement. Alors comme je vous disais, ma mère et moi, on sait tout faire. Ma grand-mère avait ouvert une société de vêtements pour enfants dans sa longue carrière d'ingénieure, rentière immobilière et femme d'affaires. En plus, chez nous, on apprend aux petites filles à coudre dès l'enfance, donc forcément la couture c'est quelque chose qui nous part dans la famille. Petite, j'ai toujours vu ma mère se coudre les vêtements qu'elle voulait et qu'elle n'arrivait pas à trouver dans les magasins. Et même en Tchétchénie, c'est très commun d'aller voir une couturière avec son tissu et dire à peu près la robe qu'on veut. Donc c'est une habitude qu'on a gardée. C'est toujours fait des jupes, des manteaux. Tout simplement, par coquetterie, on ne trouvait vraiment pas ce qu'on voulait dans les magasins. Un jour pendant le confinement, vers mars ou avril 2021, je me connecte sur Facebook et je vois l'annonce de plusieurs couturières dans le groupe de notre ville qui vendent des masques. Et il y a vraiment plein de commentaires sous leurs posts. Donc la demande était vraiment forte. Bah oui, c'était la pénurie. Et je me suis dit, bah attends, on a plein de bons tissus à la maison. En plus, on avait déjà fait plusieurs masques coquets avec ma mère. Bah oui, il faut rester chic même pendant le Covid. Donc je me suis dit, vas-y, nous aussi on va le faire. En plus, les gens, ils ont vraiment besoin. Moi, là, je suis totalement autonome avec les cours à distance. Donc, c'était un mardi. J'ai posté ma petite annonce avec les photos des masques qu'on avait déjà fait pour nous-mêmes. Et j'ai reçu plus de 80 commandes en moins de 24 heures avec plusieurs masques par commande. Sauf que je m'étais pas trop rendu compte de la charge de travail que ça représentait. Et j'ai dit à tout le monde que ce serait prêt samedi. Sauf que pour moi, c'était hors de question de pas tenir ma parole. Donc pendant 3 jours non-stop, j'étais comme un robot dans la maison, devant ma machine à coudre, en me disant je peux pas leur dire que ce sera pas prêt, Donc on a tout fini. Ma mère, elle m'aidait parce qu'elle coupait les tissus, moi je les assemblais, enfin c'était une vraie organisation.
Je me rappelle, je leur avais donné rendez-vous à des différentes heures de l'après-midi. Et je vous jure, de mercredi jusqu'à samedi 11h, j'étais en train de coudre, préparer, laver, repasser les masques pour que tout soit clean à leur arrivée. À 14h, à 17h, à 23h, à 3h du matin, à 6h du matin, à 9h du matin, vraiment pendant 3 jours, j'ai pas dormi. Même ma mère, elle était étonnée que je sois autant acharnée parce qu'elle me connaissait pas encore. Mais pour moi, c'était impossible de faillir. C'était vraiment ma mission. En plus, j'aimais trop coudre. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que le travail manuel, c'est tellement satisfaisant parce que tes mains, elles font un truc et ta tête, elle est concentrée. Mais en même temps, t'es un peu dans ta bulle. Puis à la fin, tu te dis « Ah bah tiens, j'ai fait tout ça !» Franchement, le travail intellectuel aussi, c'est bien, mais ça demande la mobilisation de ton cerveau plus ton corps la plupart du temps. Alors que quand tu acquiers une compétence avec tes mains, à force de pratiquer tes gestes, ta tête, elle peut penser à autre chose. Enfin voilà, c'était mes 2 premières expériences d'entrepreneuriat, on va dire. Et j'essayais toujours d'allier mes études avec mes centres d'intérêt, mais c'était dur. Franchement, je voyais pas le rapport. Cours d'économie en anglais avec Madame Sénic et tuto make-up avec Enjoy Phoenix. Cours de civilisation russe avec Monsieur Pernet et documentaire sur la mode avec Loïc Prigent. Cours de droit avec différents avocats du barreau de Paris et prêche du vendredi avec différents imams. On me disait, Amanta, le métier, il faudra le choisir, tu pourras pas tout faire. Et puis tu sais, dans la vie, parfois, tu dois faire des choix. Tout n'est pas rose, t'es obligé de te soumettre à cette société. Puis il faut savoir faire la part des choses. Le travail, c'est pas du plaisir. Comment ils font les gens ? À la fin de la licence, le master qui est la suite logique et celui que mes copines ont fait, c'était gestion et commerce international, toujours à la Sorbonne. Mais moi, je voulais pas. Je voulais plus, c'est bon. C'était cool les 3 ans, merci, je suis contente d'avoir tout validé. Je voulais pas échouer et faire partie des statistiques effrayantes pour les premières années. Pour moi, chaque semestre à valider, c'était 6 mois de loyer supplémentaire à payer. C'est bon. La Sorbonne, merci beaucoup, c'était génial. Mais maintenant, je veux découvrir le monde de l'entreprise. Et je veux rester Alice au pays des merveilles. Donc je suis rentrée à l'EIML. École internationale de marketing de luxe, où certes aussi je suis pas encore totalement moi, parce que à peu près tout le monde sait qui est Loïc Prigent, mais tout le monde ne sait pas où se trouve la Tchétchénie. Donc j'avais toujours cette part d'étrangeté en moi, mais professionnellement, l'univers de la beauté, de la mode, de la joaillerie, même de l'immobilier, ça me parle. Donc on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Avant de rentrer à l'EIML, donc en septembre 2021, j'avais fait un stage chez Sephora. Et en parallèle de ce stage chez Sephora, je travaillais avec ma mère dans le foyer jeunes travailleurs d'Alençon, où je faisais des repas pour les jeunes. Donc les jours où je travaillais, j'allais au stage de 8h à 16h, et de 16h à 21h, je mettais mon tablier et je préparais les repas pour les jeunes et Ména. Je me souviens, vers la fin de mon contrat au foyer jeunes travailleurs, je me questionnais sur le choix de mon master et j'en avais parlé avec une de mes collègues et elle m'avait dit « Mais l'EIML, c'est pas du tout toi. Toi, tu es dans l'humanitaire, tu es dans l'entraide et le marketing de luxe, ça va être du business, des requins, pas du tout des personnes dans le social ou dans l'humain. Tout est chiffré, tout est compté. » En soi, elle avait pas totalement tort. Et même chez Sephora, je m'en rendais bien compte. J'étais super contente d'aider mon équipe à atteindre des objectifs, mais je savais qu'au final, ces objectifs qui contribuent au développement du chiffre d'affaires, c'est pour LVMH. LVMH, ils ont de belles causes, mais ça reste une très grosse société du CAC 40. Et toutes les sociétés qui font partie du CAC 40, elles font pas dans le social, ni même dans le halal. Je lui ai répondu, je suis d'accord avec toi et c'est clair que LVMH, Hermès, L'Oréal ou Chanel, c'est pas des associations à but non lucratif, mais les gens ont aussi besoin de voir du beau. Et moi, ce que je veux apprendre avec ce master, c'est les codes du luxe. Comme ça, quand moi je créerai ma propre marque, Inch'Allah, j'aurai ces codes du luxe. Et je pourrai élever mes clientes à moi, la communauté à qui ma marque parlera. En fait, mon but, c'est pas de monter en oubliant d'où je viens, mais c'est vraiment de m'imprégner des codes des plus grandes marques de luxe, maîtriser ces outils essentiels que sont le marketing, la communication, faire des business plans, des rétro-plannings, connaître même leur façon de travailler pour créer la meilleure des marques. En tout cas, me rapprocher de leur excellence pour essayer de créer la meilleure des marques. Moi, je suis une cliente qui aime le travail bien fait et qui va toujours chercher le meilleur. Un meilleur rapport qualité-prix, les meilleures compositions, la meilleure utilité, le meilleur service client, et je pense que c'est totalement normal. En plus de toutes ces exigences qui font partie du droit du consommateur, j'aime savoir que l'argent que je dépense reste conforme à mes valeurs et contribue même à des causes qui me sont chères. Mon argent,
Il ne va pas financer un génocide. Il ne va pas encourager l'injustice. Il ne va pas encourager la destruction de la nature. Je veux que l'argent que je dépense, il soit juste et qu'il contribue à faire tourner un monde meilleur. C'est d'ailleurs dans ce sens que devrait aller la finance conventionnelle, et c'est à ces sujets que sensibilise la finance islamique sur laquelle je vous encourage à vous documenter. Donc voilà, c'est un peu avec cet état d'esprit de j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de me professionnaliser, j'ai plein de rêves, que je suis rentrée dans ce master en marketing de luxe. En rentrant dans cette école, je me suis retrouvée encore plus entre deux mondes. Parce que comme moi, il y a beaucoup de gens qui aiment le beau et qui sont des professionnels bienveillants du luxe, donc ils ont une vision sur comment on peut faire évoluer cette industrie. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont surtout des consommateurs du luxe et qui n'ont pas vraiment la vision romantisée de comment nos métiers peuvent faire changer le monde. Il y a une chose essentielle que j'ai apprise, c'est que le luxe, au-delà de ce que tu peux acheter avec ton argent, qui est un outil matériel, c'est l'importance de faire vivre des expériences qui rentrent totalement au niveau holistique, avec une dimension presque spirituelle. Et ça, on ne peut vraiment pas le vendre ni l'acheter. Oui, tu vas payer ton billet d'entrée, un objet, une expérience gustative, mais ce que tu vas vivre qui est en lien avec ce que tu as acheté, tu ne peux pas le monnayer. Ça n'a vraiment pas de prix. Et je crois que c'est pour ça aussi que malgré le fait que clairement j'avais un salaire de stagiaire et je devais subvenir à tous mes besoins toute seule, je n'avais pas du tout l'air pauvre ou malheureuse. En tout cas, je me protégeais suffisamment pour ne pas laisser les difficultés du quotidien trop m'impacter ou trop se voir. Tout comme l'importance de la transmission de l'expérience dans le luxe, mon état d'esprit, transmis par les femmes incroyables que sont ma mère et ma grand-mère, faisait de moi une jeune fille pleine de ressources, d'idées et de créativité qui me donnaient l'air riche, me mettant dans des positions déplaisantes où des personnes qui avaient bien plus que moi me reprochaient de trop bien vivre. Limite en me disant que je ne me plaignais pas assez, peut-être voulait-elle se rassurer et voir que la vie des autres aussi est difficile. Ma dernière année d'études avec cette alternance si précieuse chez Chanel, c'était comme le Graal pour moi. D'un point de vue professionnel, je voulais voir comment se passe l'organisation dans le siège d'une grande entreprise, en plus dans un domaine que j'aime, donc le digital, learning, parfum beauté. D'un point de vue personnel, en tant qu'alternante, j'étais très bien payée, alhamdoulilah. Moi qui m'étais habituée à tout faire avec presque rien, j'ai pu vraiment profiter de cette dernière année, me faire plaisir à mes proches, résoudre des soucis financiers à la maison, voyager 2 fois en Tchétchénie et faire plein d'autres choses, car certes l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est un bon outil pour se sentir libre. Malgré tout, je ne voulais pas continuer chez Chanel ni dans un autre grand groupe. Déjà mon bail se terminait, et je ne voulais pas continuer de vivre seule à Paris. L'objectif premier était de faire mes études, c'était notre promesse avec ma mère. Puis malgré ma volonté de donner tort à ma collègue du foyer jeune travailleur, je ne me sentais quand même toujours pas à ma place dans un grand groupe de luxe, sachant que mes valeurs de justice, défense et entraide n'y est pas vraiment respectées. Mon peuple sait ce que c'est qu'être abandonné par la scène internationale pendant un génocide, et je ne pouvais pas continuer de travailler dans un univers qui ne se positionnait pas clairement pour arrêter le massacre qui se passe en Palestine. Alors que les grands dirigeants et comités exécutifs de ces grandes maisons que j'apprécie tant ont l'influence nécessaire et le pouvoir budgétaire pour faire changer les choses s'ils le veulent. Leur conflit d'intérêts était trop en conflit avec les miens. J'ai préféré rendre mon appartement parisien, clôturer mes études et projets à Paris, puis rentrer chez moi sans trop chercher à postuler.